Bonjour tout le monde. Hi everyone. Bienvenue à cette dernière présentation d'aujourd'hui. Donc, on a la chance d'accueillir Big Bang, qui vient nous parler de comédie, acting, et puis de communication non verbale, entre autres, et de médias sociaux. Donc, je lui cède la parole. Bonjour à tous, merci d'avoir été aussi patients. Alors je sais que certains d'entre vous ne parlaient pas le français de façon aussi fluide qu'un francophone, qu'il y a certains qui apprennent. Si je suis trop rapide ou s'il y a certains termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'arrêter, à lever la main et à me demander de répéter plus lentement ou de réexpliquer certains termes que vous ne comprenez pas. Ça a l'air d'aller, j'ai l'impression, vu vos expressions. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Apprendre une langue comme un comédien. Alors ça ne va pas être un cours de théâtre, ça ne va pas être un cours de langue non plus. Je vais vous parler un peu plus de moi, parce que Tetsu a longuement parlé de lui. Donc maintenant que c'est moi qui est sous les feux des projecteurs, qui suis-je? Alors Big Bang, c'est mon pseudonyme. Pourquoi Big Bang? Parce que pas du tout de connotation bizarre, c'est juste que mon prénom c'est Bong tout simplement. Je suis l'aîné de ma famille, donc j'ai toujours été le Big Bro. De ce fait, je suis devenu Big Bang, ce qui est une sonorité qui ressemble un peu au Big Bang parce que j'essaye d'avoir un impact sur les gens. Alors, quoi qu'il en soit, j'ai eu la chance, comme c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, de naître dans une famille multilingue. J'ai un père qui est moitié français, moitié libanais, et une mère qui est japonaise. Malheureusement, mon père n'a jamais appris l'arabe, donc c'est une langue qui s'est perdue dans ma famille. Ma grand-mère est décédée avant que je naisse, donc je n'ai jamais eu le plaisir d'apprendre la langue. Donc ça a été principalement le français et le japonais à la maison. Et par ailleurs, ensuite, à l'école, j'ai également appris l'anglais. La comédie, ça a toujours été une grande passion dans ma vie. Dès le plus jeune âge, alors je vais en parler un peu plus longuement tout à l'heure, mais la comédie et les langues, ça a toujours été des éléments centraux. L'espagnol et l'allemand, j'ai eu la chance de les apprendre à l'école. Le coréen, j'ai été 6 mois en échange à l'Université nationale de Séoul, où j'ai eu le plaisir d'apprendre la langue également. Et le chinois et l'arabe sont deux autres langues, donc l'arabe évidemment pour retourner vers mes racines, et puis le chinois qui ressemble sensiblement au japonais, que j'aimerais également apprendre pour des raisons économiques. Bon. Alors, activité sur YouTube, oui, c'est ça. J'ai une chaîne sur YouTube où je fais plusieurs vidéos de divertissement principalement. Celle qui m'a fait le plus connaître, c'est celle-ci, Sekai no Hatsong. En fait, c'est une vidéo dans laquelle je prends plusieurs accents, mais uniquement en japonais. Donc, moi qui parle en japonais avec un accent français, avec un accent américain, anglais, etc. etc. Et c'est cette vidéo que Tetsu a vue, en fait, et qui m'a contacté grâce à cette vidéo-là, et qui m'a dit oh, « Toi, on te veut au Langfest, on adore ton contenu, on adore ce que tu fais sur les langues. » Donc, de fil en aiguille, j'ai été invité cette année. Merci beaucoup pour cette invitation à nouveau. Oh, bah, tout le plaisir est pour moi. Alors voilà, donc des activités sur YouTube, vous allez voir des vidéos un peu plus étranges que d'autres. Ce n'est pas uniquement sur les langues. Je suis un comédien, donc j'essaie de varier un petit peu le contenu. Mais n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc, comment tout a commencé? Alors, ce n'est pas moi, mais je ressemblais un peu à ça quand j'étais petit. Comme je l'ai dit tantôt, la comédie a toujours été une grande part de ma vie. Bon, vous pouvez également constater que j'étais un geek. Je passais beaucoup de temps sur les jeux vidéo, devant la télévision, à regarder des films. Et ça, c'était les 3 personnages que j'aimais le plus interpréter. Donc Link de Zelda, Goku de Dragon Ball et Spider-Man. Donc c'est ça, je lançais des fils imaginaires et je jouais avec une épée imaginaire quand ma mère m'interdisait de jouer aux vidéos parce que j'avais un certain temps limité. Donc, ça a commencé à cet âge-là. Donc, tout ce que je faisais à cette époque-là, c'était finalement d'imiter ce que je voyais sur l'écran. J'imitais les personnages, j'imitais les super-héros, etc., etc. Donc, pour moi, l'imitation, c'est quelque chose de central. C'est quelque chose de très important qu'on néglige souvent, même au théâtre, finalement. J'avais pris des notes, je ne les suis pas du tout. Je vais quand même essayer de voir si je suis mon plan logique. Je m'excuse. Donc c'est ça, l'imitation en fait commence dès le plus jeune âge. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une mère interagir avec son bébé. En général, ça ressemble à ça. Dis maman, maman. Et le bébé répond maman.
Puis la mère est toute contente. Ah, il parle, mon bébé, il parle. Donc ça commence déjà, le bébé a cette interaction avec sa mère qui est finalement de l'ordre de l'imitation. Et finalement, quand on apprend une langue, c'est un peu comme ça. La langue, alors vous devez sans doute ne pas vous souvenir de quand vous étiez petit et que vous appreniez votre langue natale, mais c'était beaucoup de répète après moi. Ça, c'est un micro. Ça, c'est une table. Et puis on faisait que répéter. Par la suite, c'est comme ça qu'on apprenait notre vocabulaire, notre mot, les mots qu'on connaît, etc., etc. Par ailleurs, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres sociaux et en interagissant les uns avec les autres, en fait, il y a certaines normes sociales, un certain nombre de standards sociaux qui vont s'instaurer et qui vont faire en sorte que les gens vont adopter un comportement similaire. Donc là encore, il y a beaucoup d'imitations, peut-être inconscientes, mais qui va se faire dans le cadre d'une société pour que les gens puissent interagir de façon saine les uns avec les autres. Les personnes qui volontairement ne vont pas imiter les autres ou vont aller à l'encontre de ces codes sociaux, vont être appelés des marginaux. Par ailleurs, il y en a d'autres qui ne vont pas du tout les comprendre, par exemple les autistes ou les gens qu'on appelle les socially awkward en anglais, qui ne comprennent pas du tout ces codes et qui vont ne pas savoir, peut-être par manque d'imitation ou par maladresse aussi. Et c'est quelque chose sur lequel je vais revenir parce que c'est ce qui arrive parfois dans l'apprentissage d'une langue quand on va dans un pays où les normes sociales ou les codes sociaux sont différents. Donc c'est ça, oui, la répétition, l'imitation. Moi-même, quand j'étais à l'école en France et que j'apprenais l'anglais, ce qui me restait le plus, c'était quand le professeur disait, ou quand dans les CD audio on entendait « repeat after me », et puis il disait une série de mots ou de phrases, et je les répétais, et au bout d'un moment, ça rentrait. « Brian is in the bathroom », etc. Donc c'est le genre de choses qui, on rit, mais ça reste ancré dans la mémoire, qu'on le veuille ou non. Alors maintenant, j'en viens au sujet du théâtre. Le théâtre, évidemment, s'est présenté comme une évidence dans ma vie. J'ai commencé tout petit dans une troupe. Et puis, bon, ça m'a suivi jusqu'ici. Je suis une personne qui se considère comme théâtrale. J'aime beaucoup raconter des histoires, faire le clown en public, comme vous pouvez le constater. Mais le problème, c'est qu'en prenant des cours de théâtre, j'ai découvert qu'il y avait pas mal de lacunes, dans le sens où bien sûr il y a des points positifs comme le fait d'être bien dans sa peau, de faire attention à sa posture, de soigner sa voix, sa façon de s'exprimer. Donc des gens qui ont un peu de difficulté pour la prise de parole en public par exemple, c'est vraiment excellent. Et aussi pour mieux se sentir dans son corps, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de confiance en eux. Prendre des cours de théâtre, ça peut vraiment aider à ce niveau-là. Toutefois, je trouvais que c'était très vague. On nous faisait faire des exercices, on nous demandait de jouer des personnages, de jouer des expressions. L'un des exercices, par exemple, était de mettre un masque et de nous dire « Ok, maintenant tu es triste, comment vas-tu réagir, comment vas-tu bouger, qu'est-ce que tu fais? Voilà, maintenant tu es triste, voilà, maintenant tu es heureux, maintenant tu es fou. » Et ensuite, on enlevait le masque et on incorporait des paroles, de l'improvisation, mais c'était vague, on ne savait pas trop où on allait. Par ailleurs, c'est un milieu qui est très compétitif. Donc, quand j'étais à l'université, je prenais des cours plus professionnels pour les gens qui voulaient devenir des comédiens et gagner leur vie grâce à ça. Et le problème, c'est qu'il y avait des bons, il y avait des moins bons. Et les moins bons, normalement, dans toutes les écoles, évidemment, on payait, ce sont quand même des sommes qui sont assez conséquentes. On payait beaucoup d'argent pour être formé à devenir des comédiens professionnels. Mais les moins bons, finalement, n'étaient pas vraiment encouragés. Ils finissaient tous par abandonner, par arrêter. Donc, on partait du principe, il y avait une certaine forme de consensus qui disait « Ok, certaines personnes ont un tempérament théâtral, comme c'est mon cas. Ces personnes-là ne vont pas avoir de difficultés sur scène, vont vraiment se sentir dans leur élément. Et il y a d'autres personnes qui sont un peu plus gênées et qui n'arrivent pas à briser cette barrière de la gêne sur scène. Ces personnes-là arrêtent et on n'explique pas le pourquoi du comment. Et pour moi, je trouvais vraiment triste de voir des gens commencer le théâtre et arrêter parce qu'ils n'étaient pas considérés comme assez bons. J'ai mentionné le method acting qui est en fait très très populaire actuellement. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le method acting c'est une théorie qui est ensuite devenue une méthodologie de la comédie qui veut qu'une personne se souvienne d'expériences personnelles passées
pour que l'expression ou le jeu d'acteur soit le plus authentique possible. Donc, si je dois jouer une scène qui est triste, je vais me souvenir de ma première peine de cœur, la première fille qui a brisé mon cœur, et là, je vais me sentir triste et je vais avoir envie de pleurer. Oui, c'est une technique qui marche relativement bien. Cela dit, c'est très popularisé actuellement aux États-Unis parce que il y a certains acteurs qui vont jusqu'à l'extrême, comme par exemple Christian Bale dans The Machinist, qui a perdu 30 kilos pour pouvoir devenir complètement squelettique et jouer son rôle dans le film. Il y a également Heath Ledger, qui a joué l'icône du Joker dans Batman The Dark Knight. Donc lui, par contre, il s'est enfermé dans son appartement pendant des mois. Il ne dormait que quelques heures par nuit pour vraiment devenir un peu fou et puis jouer. Finalement, sa performance était extraordinaire, mais il est décédé quelques mois après le film. Donc c'est vraiment une technique qui pousse les acteurs à leurs limites. Et pour moi, c'est pas la meilleure technique dans la mesure où ça met en péril la santé physique et mentale des acteurs. Donc je l'ai mis là parce que ça existe, mais je ne suis pas non plus un partisan de cela. Alors, au niveau du côté plus scientifique, là, on sort un petit peu de l'acting. Je ne sais pas si vous connaissez cette série Lie to Me. En fait, c'est une série assez populaire qui ressemble au Mentaliste. Je ne sais pas si vous connaissez la série Mentaliste avec Patrick Jane, qui est joué par Simon Becker. Là, c'est Tim Roth qui joue le personnage de Cal Lightman. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un scientifique qui est détective et qui va aider la police à retrouver un criminel en lisant les micro-expressions des gens et en détectant les mensonges. Donc, il est capable de voir si vous mentez, plus besoin de machine. Il va juste parler avec vous un petit peu et découvrir à travers vos micro-expressions si vous dites la vérité ou non. Alors, le personnage Cal Lightman dans la série existe en vrai. Alors, ce n'est pas un détective, c'est un professeur émérite qui s'appelle Paul Ekman. Et lui, il a étudié beaucoup de sociétés. Il a été dans plusieurs pays. Il a pris des photos de toutes les personnes en leur demandant d'imiter ou de mimer ou même de placer certaines personnes à ressentir certaines émotions. Et il a fait une série de micro-expressions. Alors, l'une de ces théories qui a été finalement prouvée grâce à son échantillon, c'est qu'il existe des émotions universelles que voici. Donc, la tristesse, la peur, la colère, la joie, la surprise et le dégoût. Alors, quel que soit le pays dans lequel vous vivez, que ce soit une tribu au fin fond de l'Amazonie, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Amérique, en Asie, malgré toutes les différences culturelles qu'il peut y avoir d'un pays à l'autre, ces émotions-là, quand êtes sont ressenties par un être humain, vont être les mêmes. Donc ça, c'est une bonne chose quand vous ne connaissez pas une langue. Au moins, vous savez que vous êtes capable de lire ce que votre interlocuteur ressent. Donc c'est un bon départ. On n'est même pas obligé de parler. Tout de suite, on sait déjà qu'il y a une connexion humaine qui se fait. À partir de là, au niveau des différentes sociétés, il y aurait évidemment des différences de façon d'exprimer des micro-expressions, mais celles-là sont les émotions universelles, les émotions de base. Et pour revenir au théâtre, si jamais j'avais eu ce tableau-là comme donnée de base, je pense que ça m'aurait aidé plutôt qu'un professeur qui me dit « Ok, maintenant tu es triste, comment réagis-tu » Puis qui ne saurait pas vraiment m'expliquer plus. Ah, mais ta mère est morte, comment est-ce que tu vas te sentir? Ton bébé vient d'être kidnappé, comment est-ce que tu te sens? Là, en me montrant une photo, ok, ça c'est la tristesse, donc tu vas te sentir un peu comme ça, et puis tu vas... En montrant des photos, il y a déjà une unité de base qui va nous permettre de travailler sur quelque chose. Après, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est psychologique, bien sûr, on peut travailler là-dessus aussi. Mais d'avoir des photos comme ça, pour revenir à l'imitation, je pense que c'est un bon début, personnellement. Alors ça, c'est pour aller encore plus loin dans le domaine scientifique. Je me suis penché sur les recherches d'un professeur, c'est un professeur de la science de l'éducation en France, qui s'appelle Jean-Charles Chaban, et qui a distingué le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Alors il y a d'autres choses qui sont un peu plus compliquées, mais pour faire bref, ces trois éléments-là
sont des choses qui sont très importantes, non seulement dans l'apprentissage d'une langue, mais aussi dans l'apprentissage du théâtre. Le verbal, qu'est-ce que c'est? C'est le plus simple en général quand on commence à apprendre une langue, c'est tout ce qui est dans le domaine de la linguistique. Donc évidemment, c'est très grossier, je ne suis pas non plus académique, donc je ne pourrais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est les mots, les phrases, la grammaire, la conjugaison, la syntaxe qui vont faire que tous les mots que je prononce, toutes les phrases que je dis, vont avoir un sens logique, une structure compréhensible. Le paraverbal, c'est tout ce qui est directement lié à mon discours. Donc ça va être ma voix, ça va être mon rythme, mon volume, si je décide de parler plus fort ou un peu plus lentement, ça va être mon accent. Comme vous pouvez le voir, je suis français de France, qui est différent d'un accent du Québec, qui est différent d'un accent du sud de la France, etc., etc. Et le non-verbal, donc tout le reste, la façon de marcher, la façon de tenir le micro, la façon de faire des mouvements de bras parce que je ne me sens pas à l'aise, la façon de tourner ma tête, tout ça, c'est une communication qui est non-verbale, mais qui va quand même faire partie de la communication, donc passer un message. Oui, alors ce que j'ai découvert en fait dans mon cursus universitaire, c'est que évidemment chacun a ses priorités. Donc il y a certains étudiants qui veulent apprendre des langues pour uniquement lire des livres. J'avais une amie qui était historienne de l'art et elle voulait apprendre l'italien et l'allemand uniquement pour lire des livres sur l'art, des livres historiques. Donc j'ai absolument rien à critiquer là-dessus. Mais personnellement, ma raison pour apprendre une langue, c'est d'interagir avec des gens, d'aller dans un pays et de passer du niveau « oh, je comprends absolument rien de ce que les gens disent » à « je suis capable de communiquer et de commander quelque chose à manger » ou après avoir mangé, de dire à la personne que c'était très bon et de recevoir plein de cadeaux. Ou la relation humaine, c'est ça qui me fait vibrer. Donc ça va beaucoup plus être de l'écoute, beaucoup plus être de l'oral, bien sûr l'écriture et la lecture aussi, mais en tant que comédien, et moi personnellement, Bong, c'est vraiment l'expérience humaine qui me motive à apprendre une langue. Et j'ai étudié donc, dans une université qui appartient au groupe Sorbonne Paris-Cité. C'est l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et c'est grâce à ça que j'ai pu partir en Corée d'ailleurs. Mais j'avais des collègues, des camarades de classe qui, après 3 ans d'études intensives à l'université, du coréen ou du japonais notamment, parce que c'est les cours que j'avais pris là-bas, n'étaient pas capables d'avoir une conversation dans ces langues-là. Donc ils étaient capables de lire, ils étaient capables d'écrire, ils étaient capables de voir des films en version originale sans les sous-titres, mais lorsqu'il s'agissait de parler avec une personne ou qu'on venait leur parler « Ah, alors tu parles japonais oh, Nihongo hanasemasu ka ?» Si on leur demandait ça, tout de suite, ils perdaient leurs moyens et ils essaient de chercher des mots. Et oui, les langues asiatiques, le japonais, qui est une langue très différente du français, est difficile à maîtriser. Il faut plusieurs années pour maîtriser ces langues-là, à la différence de l'espagnol ou de l'italien, qui sont des langues relativement plus proches du français. Mais après 3 ans d'université, avoir un diplôme qui vous qualifie à travailler dans un domaine où on peut utiliser ces langues, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Alors, c'était quoi le problème? C'était évidemment le manque d'occasion d'interaction avec des gens du pays, mais c'était aussi peut-être un manque, et ça, le système français, le système peut-être européen en général, a des lacunes à ce niveau-là. C'est vraiment beaucoup dans les livres, vraiment beaucoup dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais très peu sauf pour les gens qui, comme moi, ont eu la chance de partir à l'étranger, en échange, mais il y avait des lacunes au niveau du paraverbal et du non-verbal. Comment est-ce qu'on peut soigner non seulement son accent, même si, comme le disait Steve Kaufman ce matin, même si ce n'est pas grave d'avoir un accent parfait, au moins d'être compréhensible, que les gens nous comprennent et qu'on puisse avoir une conversation qui aille dans les deux sens. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit plus fluide, pas qu'on cherche chacun des mots qu'on va dire. Donc, c'est le genre d'exercice qui nous manque beaucoup à l'université en France. Et on en arrive à la réflexion philosophique et identitaire. Donc ça, pour les gens qui sont polyglottes comme vous, ça a sans doute dû vous arriver, c'est que justement, quand on a un paraverbal et un non-verbal
qui est adéquate à la langue, comme c'est le cas pour Kyle, qui parle parfaitement allemand, au point où il m'a bluffé. Donc il parlait en allemand avec une Allemande qui est juste à côté de lui. Et je ne sais pas, j'essaye de lire dans le public, j'essaye de lire le paraverbal et le non-verbal. Quoi qu'il en soit, j'ai été bluffé, je me suis dit, ah bon, bah, il est peut-être allemand. Et il m'a dit que non, tout simplement. Le fait est qu'il a tellement travaillé sur son paraverbal et sur son non-verbal que c'est devenu au point où ça bluffe des gens comme moi. Cela dit, quand il passe de l'anglais à l'allemand, et moi c'était d'autant plus fort quand je passais du français au japonais, il m'arrivait que les gens me disent « on dirait que tu deviens une autre personne ». On dirait que tu changes de personnalité. Parce qu'effectivement, mes mimiques changeaient. Ouais, quand je parle français, en France, à Paris, ouais, je parle comme ça, là, j'ai ma cigarette, j'ai mon café. Ma, demo, Nihon ni iku toki wa ne, chotto sugoku, sonna kanji desu yo ne. Dakara, tashikani. C'est vraiment très différent. Et les gens disent, ah, mais c'est bizarre, on dirait que je te connais pas quand tu passes d'une langue à l'autre. Et quel était mon point? Oui, c'est un point d'interrogation, oui, parce que, oui, alors c'est ça. C'est que, oui, en tant qu'acteur, je prenais ça comme un compliment. Ah oui, je passe d'une langue à l'autre, tu as l'impression que c'est deux personnages différents. Et ça me rappelait une audition que j'ai moi-même passée pour un court-métrage. Et c'était assez intéressant parce qu'on m'a dit, OK, à partir de maintenant, tu vas jouer un enfant de 1 an, tu es un bébé. Qu'est-ce que tu fais? Alors, il fallait que tout de suite je me mette dans la peau du personnage. Oh. Et puis après, tout de suite, il m'a dit, OK, maintenant, tu es un vieil homme de 70 ans qui réfléchit sur sa vie. Et là, j'ai repensé justement à cet événement où on m'a dit, OK, je ne te reconnais pas. Quand tu es français, tu es français. Quand tu es japonais, tu es japonais. Quand tu parles anglais, c'est bizarre. Mais en tant qu'acteur, c'est gratifiant. En tant qu'acteur, oui, c'est bien de pouvoir passer d'un personnage à l'autre comme ça, sur demande. Dans la vraie vie, c'est assez différent. Dans la vraie vie, une personne qui joue des rôles, une personne qui joue des personnages, aura tendance à être considérée comme un menteur, un manipulateur. Pas délibérément, mais des fois inconsciemment, les gens ont peut-être tendance à dire « Ah, on ne sait pas trop qui t'es mystérieux, c'est bizarre ». C'est bizarre. En tant que polyglotte, on se comprend complètement. Et puis évidemment, vous, quand vous apprenez des langues, c'est beaucoup plus... ça se fait naturellement. Vous allez vous demander, OK, dans ma langue, ces sons-là n'existent pas. Dans cette langue-là, c'est comme ça qu'on prononce les R. En français, on va dire R. Les gens ne sont pas capables de prononcer ça. Je vais travailler là-dessus. Et puis, on va faire en sorte que le langage devienne plus fluide, plus naturel. Et finalement, on arrive à ce niveau-là où on devient deux personnes différentes. Après, je ne peux pas rentrer dans les détails. Il y a certaines personnes qui me demandent, mais quand tu rêves, est-ce que tu rêves en japonais ou en français? Ou quand tu penses, est-ce que tu penses en anglais? Ça, tout le monde est différent et personnellement, ça dépend vraiment de mon entourage. Je travaillais pour une compagnie américaine et je parlais beaucoup plus anglais que français à ce moment-là, donc je finissais par penser en anglais plus souvent, rêver en anglais. Quand je pars au Japon pendant quelques semaines, je vais finir par penser et rêver en japonais également. Il y a sans doute des études à faire à ce niveau-là, au niveau neurologique, mais pour moi, c'est une question identitaire. Évidemment, ça va plus loin parce que j'étais moitié français, moitié japonais. Donc, dès le plus jeune âge en France, j'étais l'asiatique. Quand j'allais au Japon, on me considérait comme étant l'étranger. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais quand on apprend une langue et que pour les gens, c'est difficile de savoir qui on est, ça peut créer une certaine distance. Et c'est une distance qui n'est pas forcément mauvaise parce qu'on est peut-être considéré un peu comme des parias de la société à l'extérieur. Mais quand on se retrouve dans ces événements-là, je peux vous en parler et vous comprenez ce que je veux dire. Alors, j'ai parlé de l'accent tout à l'heure. De l'accent qui est le plus évident sans doute dans le paraverbal. Je voulais parler de mon père un peu. Mon père est français de France et son accent est très prononcé dans toutes les langues qu'il parle. Il parle juste français et anglais en fait. Et il a vécu aux États-Unis. Donc après quelques années aux États-Unis, son anglais est devenu impeccable. Cela dit, il a toujours gardé son accent français, mais très français.
When I say his accent is French, it's really French like this. And it's really difficult to keep on, but really, it's like this. Donc évidemment, moi je me suis toujours un peu moqué de lui. Je me suis dit, mais tu as vécu aux États-Unis, pourquoi est-ce que tu persistes avec cet accent-là? C'est désagréable. Et certaines personnes vont trouver ça mignon, certaines personnes vont trouver ça attirante, mais personnellement, ça met quand même une certaine barrière dans la mesure où il y a certains mots ou certaines phrases qui vont être plus difficiles à comprendre. Alors en tant que personne passionné par les langues, l'objectif numéro 1 pour moi, c'est que mon message soit compris de la façon la plus efficace possible. Pareil, en tant que comédien, quand je suis sur scène dans une pièce de théâtre, je veux que chacune de mes phrases soit correctement comprise par le public. Donc quand mon père parle comme ça, je me dis, mais comment les Anglais ou les anglophones font pour comprendre le discours de mon père? Ils y arrivent, apparemment l'accent français n'est pas le pire des accents. Mais toutefois, je me suis quand même remis en question, et puis j'ai remis en question mon père, qui est une personne qui est très fière. Il est très fier de son patrimoine, il est très fier d'être français et de l'annoncer haut et fort. Donc son paraverbal et son non-verbal, quelles que soient les langues qu'il apprend, ça va toujours être français. Et je pense qu'en fait, le message qu'il souhaite envoyer à travers ça, c'est « Je suis français. Listen to me speak in English, I am French ». Donc, les gens sont obligés d'accepter ce message. Et par extension, des fois, j'entends également des Américains parler. Et ils me disent, oh, yeah, I learned Spanish in school. It was a long time ago, but yeah, I know a few words. Una cerveza, por favor. Je les entends dire ça des fois. Et donc là, c'est pareil, dans ma tête, c'est, ok, ces gens-là veulent qu'on les reconnaisse comme étant américains, ce qui est tout à fait correct. Mais dans l'optique de vouloir parler une langue parfaitement pour pouvoir être compris directement, je pense qu'il faut peut-être soigner. C'est pas la peine d'avoir un accent parfait. Personne n'aura un accent parfait. C'est pas grave. L'important, c'est vraiment d'être compris. Et c'est pas grave non plus d'annoncer d'où on vient. Mais au bout d'un certain moment, personnellement, si la personne n'a pas fait d'effort, et mon père, par exemple, quand je le vois parler en anglais, ça me perturbe parce que j'ai l'impression que dans chacune de ses phrases, il insiste sur le fait qu'il est français. Je suis français, écoutez-moi, c'est comme ça que je parle, etc. etc. Donc après, tout le monde est différent, on a tous nos priorités encore une fois, mais en tant que comédien, ce serait l'épreuve en fait à relever. Je veux parler dans une langue tellement parfaitement que les gens ne puissent pas savoir d'où je viens. Oh, son anglais est bon, mais je ne sais pas d'où il vient. Mais je comprends tout ce qu'il dit. Alors, on va bifurquer sur un sujet qui est assez intéressant, toujours dans le domaine du cinéma, de la télévision et des langues. C'est les langues qui ont été inventées de toutes pièces. Vous avez sans doute dû voir certaines de ces œuvres. Et vous connaissez peut-être certaines de ces langues également. Donc ça, c'est quelque chose qui me fascine parce que créer une langue, c'est, comme je l'ai dit, c'est pas juste du verbal. C'est aussi du paraverbal et c'est aussi du non-verbal. Alors évidemment, ces langues-là sont associées à des tribus ou des peuples ou des pays ou des personnages qui sont très définis. Donc par exemple, Dothraki de Game of Thrones qui sont des nomades, donc il y a toute une culture autour de ça. Donc on peut, à travers la sonorité des mots, des phrases de cette langue-là, savoir un peu si ça correspond avec le paraverbal et le non-verbal que c'est censé représenter. Pareil pour les autres, le Na'vi. Alors, juste pour dire qu'au cinéma et à la télé, les gens ils prennent vraiment ça très au sérieux, en tout cas à Hollywood, parce que le Dothraki a été inventé par une personne qui s'appelle David Peterson. Il a une maîtrise en linguistique à l'Université de Californie. Pour le Na'vi de Avatar, c'est une personne qui s'appelle Paul Frommer. C'était un professeur de linguistique à l'Université de Californie du Sud. Et évidemment, l'Elvish, qui est la langue des elfes dans Le Seigneur des Anneaux, a été inventé par un linguiste, par le linguiste Tolkien, qui est évidemment très connu. Donc, il prenait ça très au sérieux. Une langue, c'est pas juste des mots, c'est pas juste du verbal. Oh, on va inventer une langue, on va juste écrire n'importe quoi et ça va être une langue. Et ça doit suivre une certaine structure, comme vous le savez, des grammaires, une logique, etc., etc. Donc, ils ont pris ça très au sérieux. Et puis, ça rendait un résultat qui était assez intéressant. Alors,
il y a des bons résultats parmi ces exemples-là, il y en a des moins bons. Je voulais vous montrer quelque chose qui m'a vraiment fasciné. Pour entretenir mon japonais, ce que je fais, c'est que je regarde des séries sur Netflix, des animés notamment. Et je voulais comparer un peu le calibre de deux langues qui ont été inventées de toutes pièces. Donc c'est Tolkien contre Jamie Marchi, qui est celle qui a écrit, qui a inventé une langue. Alors, vous connaissez sans doute Le Seigneur des Anneaux. L'autre, The Devil is a Part-Timer, c'est un animé. Bon, pour faire bref, c'est l'histoire dans un monde fantastique d'un diable qui doit fuir son monde et qui se retrouve sur Terre, donc ici, au Japon, évidemment, mais qui perd tous ses pouvoirs et qui se retrouve dans le corps d'un jeune. Et donc, qui est obligé de prendre une job à temps partiel pour pouvoir survivre. Donc, c'est assez comique, mais dans ce monde fantastique qui s'appelle Ente Isla, il parle une langue qui est censée être un peu médiévale, fantastique dans ce sens-là. Mais vous allez voir que c'est assez intéressant le résultat. Ah, oups. Alors, je vous laisse quelques minutes pour vous reposer de ma voix. Ok. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont appris des langues fictives un peu. Sur quelle plateforme? J'ai un livre qui a été écrit par David Salo, Ok. qui était comme le linguiste qui a travaillé sur les films de Lord of the Rings, en fait. Ah, ok. J'ai commencé à connaître les mots, mais c'est juste dire un truc qui est dit dans les films. Ok. Est-ce que vous êtes intéressé à créer des langues vous-même ou Ah, ok. Intéressant. On va discuter alors. Alors, on va commencer par Le Seigneur des Anneaux, pour nous remémorer le bon temps. Ah. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Ah, there we go. Oh, quelle performance, c'est incroyable. Vraiment. Alors, ah non, ça c'est autre chose. Ok, alors, je ne sais pas si ça vous a fait le même effet qu'à moi, mais personnellement, alors évidemment, dans le premier, Le Seigneur des Anneaux, c'est un linguiste qui a créé la langue, c'est vraiment très bien fait, puis les acteurs ont très bien été coachés. Peut-être qu'il y a une différence de budget également à ce niveau-là, mais on comprend que l'acteur, que le personnage ne parle plus anglais, il parle une langue qui est complètement différente, avec des sonorités différentes, avec une structure différente. Et on rentre dedans. On a l'impression que c'est une langue qui existe vraiment. Dans l'autre, c'est des acteurs japonais, on peut le dire. On peut le savoir, on peut le comprendre. Et on a l'impression que c'est des acteurs japonais qui disent n'importe quoi. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a un script, ils étaient censés lire des mots. Bon, pour être honnête avec vous, j'ai vu la version anglaise qui était un peu mieux. Mais pour moi, c'était le paraverbal et le non-verbal dans le second extrait était vraiment du japonais. C'était des Japonais qui jouaient dans une langue pour dire n'importe quoi. Alors c'est ça, donc on en vient à la méthodologie. Non, encore une fois, ce n'est pas moi. Mais la question, alors ce qui arrive souvent, c'est quand les gens se sentent suffisamment à l'aise dans une langue, ils vont commencer à regarder des films en version originale, plutôt qu'en version de leur pays. Et donc, en tant qu'acteur, ce qui est intéressant de faire, c'est que je peux marquer ça. Ce qui est intéressant de faire, tout simplement, pour revenir à l'imitation et à la répétition, c'est quand on regarde ces films, tout simplement noter ce qui est dit sur scène et les répéter. Et c'est exactement ce que je fais. Donc pour conclure, finalement, pour revenir à tout ce qui a été dit, l'imitation, la répétition, le verbal, le paraverbal, le non-verbal. Quand on regarde un film,
à travers un œil de linguiste. Il est intéressant de... Alors, la plupart d'entre nous qui parlons plusieurs langues, ça se fait de façon naturelle. On va le voir et on est capable d'imiter. Il y a des gens qui ont un peu plus de difficultés à imiter. Et pour ces gens-là, il est tout à fait possible d'écrire, de prendre des notes. Ah, je remarque que dans telle langue, on va se comporter de telle façon, ou que quand on dit ça en espagnol, de ce pays-là, on a tendance à dire les choses de cette façon-là, etc., etc. Donc de prendre des notes et tout simplement d'imiter. Il y a les films, il y a les séries TV, mais également YouTube. Alors je ne dis pas ça pour vous ramener vers ma chaîne, je ne dis pas ça pour faire de la publicité, mais ce qui est intéressant avec YouTube, c'est que les vlogueurs qui parlent dans ces vidéos-là, tout le concept, c'est de parler devant la caméra comme s'ils vous parlaient à vous, comme si vous étiez assis devant eux dans leur salon. Donc à partir de ce moment-là, c'est une forme de langage qui est très, très naturelle. Ce qui peut rajouter une difficulté supplémentaire dans la mesure où une personne, une native qui va parler naturellement, va parler beaucoup plus rapidement. Donc évidemment, quand on commence à apprendre une langue, c'est pas évident. Cela dit, ça peut être très intéressant, mais il y a certaines chaînes YouTube qui sont des chaînes d'apprentissage. Donc les gens vont enseigner leur langue natale, et à partir de ce moment-là, elles vont bien sûr faire attention à leur audience, donc parler beaucoup plus lentement. Et c'est ce que je fais en ce moment. Donc je peux vous donner un petit exemple. Wir sind gerade im Ikea. Okay. So, und hier ist etwas, was wir ganz oft in Deutschland essen. Okay, it's your turn now. Just kidding. But anyway, so that's what I do. Oh, pardon, c'est en français. En tout cas, c'est ce que je fais. Je regarde, et là, c'est super parce qu'il y a les sous-titres. Alors, Anya était là tout à l'heure, c'est sa chaîne YouTube. J'ai commencé à regarder ses vidéos pour me remettre dans l'allemand progressivement. C'est super, il y a des sous-titres, tout ça. Donc, elle dit, puis moi, je répète. J'espère que ça marche comme ça. En japonais, il faut faire attention. Je suis en train de travailler sur une vidéo qui dit qu'il faut... C'est pas la meilleure idée d'apprendre le japonais. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui sont intéressées par le japonais, mais d'apprendre par les animés, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de façons différentes de parler. Donc il y aura une façon masculine de parler, une façon féminine de parler, une façon pour les personnes âgées, etc., etc. En allemand, je pense qu'il n'y a pas trop de distinction comme en français ou en anglais, si je me trompe. Donc si jamais je limite, je ne pense pas que ça devrait... En tout cas, c'est ça. Donc, elle va dire quelque chose, je vais mettre pause, je vais l'imiter. Si c'est trop rapide, je vais essayer de répéter, je vais m'enregistrer. Puis à partir de ce moment-là, j'espère que mon niveau va être meilleur. Cela dit, le seul moyen de s'en rendre compte, c'est de commencer à interagir avec des gens qui parlent la langue. Donc évidemment, ce genre d'événement est génial, c'est ce qu'il y a de mieux pour s'améliorer dans la langue. C'est pas tous les jours. Cela dit, sur Internet, je pense qu'il est possible de rencontrer des gens, de faire des échanges. Donc, par exemple, si Anya ici veut apprendre le français et que moi je veux apprendre l'allemand, on va décider de se faire un petit Skype. Et moi, je ne vais uniquement... évidemment, son niveau de français est bien meilleur, mais je vais me donner le challenge de ne parler qu'en allemand. Puis elle va me parler en français. Et que ça existe aussi. Donc ça, c'est des méthodes qui sont vraiment très efficaces aussi. Mais en tant que comédien, ce serait vraiment de voir des vidéos et puis de répéter et d'imiter. Alors, c'était tout pour ma conférence. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux et aussi attentifs jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, je les prendrai maintenant. Au nom du Langfest, on voudrait vous remercier, Big Bang, puis au nom des ceux et celles qui ont assisté. Puis, comme Big Bang a dit, si vous avez des questions, il faut juste lever la main. Merci beaucoup. Pas de questions. Je tiens à préciser encore une fois que je ne suis pas universitaire, que mon savoir sur la linguistique est très limité, mais... J'ai commencé à étudier le japonais. Oui. Et puis, c'est la langue la plus difficile que j'essaie d'apprendre. Oui. Avez-vous des conseils? Parce qu'il y a l'aspect du kanji qui rend le tout... l'allemand est peut-être un peu difficile pour un francophone, mais au moins, on peut le lire et on peut s'imaginer un peu comment ça se prononce. Mais je suis un peu dépassée
par l'apprentissage du japonais. Juste parce que bon, Tout à vous fait. l'avez appris probablement plus dans le berceau que moi. Oui. On a une certaine différence d'âge et moi, je commence. Alors, si vous avez quelques trucs, j'aimerais les entendre. Merci. Oui, alors les kanji, qui sont les caractères chinois du japonais, sont particulièrement difficiles. En fait, plus compliqué pour vous mettre dans le contexte, c'est plus compliqué qu'en chinois. En japonais, ils utilisent 3 alphabets. Il y a les kana, qui comprend les hiragana et les katakana, et les kanji. Le problème, c'est que le japonais, c'est une langue qui... il existait un japonais à l'origine, et ensuite il y a beaucoup de mots qui ont été importés du chinois, et l'écriture a été importée de la Chine également. Donc un caractère chinois se lit minimum de 2 façons en général. On appellera le kunyomi et le onyomi, qui sont la lecture sonore importée de la Chine, et la lecture purement japonaise traditionnelle qui a été associée au caractère chinois pour son sens. Par extension, il y a beaucoup d'autres prononciations possibles pour un caractère. Il n'y a pas de solution miracle. Le seul moyen, c'est de les apprendre tous et d'apprendre leur lecture en fonction de chaque contexte. Il y a beaucoup d'applications téléphoniques, je ne sais pas si vous êtes familière avec ça, mais il y a beaucoup d'applications téléphoniques qui vont, comme un système de cartes qui vont vous donner la lecture de ces caractères-là. Le mieux, personnellement, c'est la lecture. Personnellement, je lis beaucoup de mangas parce que dans les bulles... Ah, ça c'est moi ça. Oh, ça c'est moi ça. Merci pour le vu. Mais oui, les mangas, ce qui est intéressant, surtout les mangas pour les gens de bas âge, c'est qu'à côté des kanji, il y aura les hiragana. Donc, dans ce contexte-là, on peut savoir comment se lit le caractère chinois. Si le caractère est associé avec un autre caractère, il y aura plutôt tendance à être lu de la façon chinoise. Mais je suis dans le même cas parce que moi aussi, je réapprends. Je réapprends tout le temps. Les occasions de parler en japonais et puis de lire en japonais sont assez rares ici à Montréal. Muskashi desu. Tashikani. Oui, je suis désolé, je peux pas vous aider davantage. Do itashimashite. Merci pour votre présentation. Et qu'est-ce que vous pensez des films doublés? Par exemple, un film américain doublé en français, c'est le même film ou ça devient un autre film en français? En anglais, en japonais, italien. Ça, c'est une excellente question. Vous savez, des fois, je regarde des films en anglais et il y a beaucoup de jeux de mots. Et ça, c'est pas possible à traduire. Et en japonais, c'est encore plus le cas parce qu'il y aura des fois... je vais vous donner un exemple, je ne sais pas si ça va vraiment vous parler, mais dans le manga One Piece, il y a un personnage qui s'appelle Zoro. C'est un animé, un manga. Et Zoro, en fait, il a une attaque qui s'appelle Onigiri. Alors, Onigiri, la première chose qu'un japonais pense en imaginant Onigiri, c'est une boule de riz avec de l'algue, qui est vraiment délicieux. Je vous conseille si vous n'avez pas encore essayé. Mais c'est un jeu de mots parce que Oni veut dire un démon et Giri veut dire la façon de couper, donc la coupe du démon. Donc ça, la façon dont ils l'ont traduit en français, ils l'ont laissé Onigiri, mais ça perd tout son charme et tout le jeu de mots qui est uniquement compréhensible pour les Japonais. Là, il faut que les gens apprennent les langues. Je pense qu'il faut juste que les gens apprennent les langues. Ils passent à côté de plein de jeux de mots, c'est dommage. Et ils passent à côté de beaucoup de choses. Il y a aussi évidemment des codes sociaux, des références qui se perdent avec la traduction, la doublure, mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus obliger certaines personnes à apprendre les langues. Donc, pour répondre à cette demande de personnes qui veulent regarder des films en version doublée, on est obligé de faire le tri. Et à mon avis, les gens qui travaillent là-dedans doivent être assez intelligents pour savoir ce qu'on peut garder, ce qu'on peut ne pas garder. En France, des fois, c'est assez mauvais le travail, je dois vous avouer. Au Québec, le travail est meilleur, en fait. Ouais. Au Québec, la doublure est toujours meilleure qu'en France. Mais pour répondre à votre question, oui, le meilleur moyen, c'est d'apprendre des langues. Hein. Oui, il y a beaucoup de pertes dans la doublure. Merci.
Et moi aussi, j'apprends le japonais. Ah, il y en a beaucoup en fait. En ce moment, je regarde une série sur Netflix, Terrace House. C'est une télé-réalité. Donc, c'est pour ça que je pensais peut-être que c'est une bonne idée parce que c'est le dialogue assez naturel, je pense. Oui. Parfois, c'est pénible comme discussion. Toujours beaucoup de vocabulaire sur les émotions, mais je pense que peut-être c'est une bonne idée. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Plutôt que regarder des animés, après c'est un autre type de clientèle, c'est un autre type d'audience. Les gens qui ont mon âge ou un peu plus jeunes vont être portés à vouloir apprendre le japonais par les animés. Les gens qui ont un peu plus d'expérience ou qui ne sont pas très attirés par ce genre de contenu-là vont aller vers des films ou des dramas, comme on dit, des séries TV. Effectivement, oui, c'est beaucoup plus représentatif de ce qui se dit. Cela dit, il faut quand même faire attention. Qui parle à qui? Est-ce que c'est un supérieur qui parle à quelqu'un qui est en dessous de lui? Il faut analyser la façon dont la hiérarchie est établie. Puis, encore une fois, est-ce que c'est un homme qui parle? Est-ce que c'est une femme qui parle? Parce qu'il y a des différences de façon de s'exprimer à ce niveau-là aussi. Mais oui, si vous pouvez continuer cette série, c'est bon pour votre niveau, je pense. Arigatou gozaimasu. Domo, domo. Il y avait quelqu'un en arrière. Attends une seconde. Ah oui, c'est pour l'enregistrement. Bonjour. Donc c'est pour prolonger le dialogue avec monsieur et puis pour dire que je pense qu'il y a des traducteurs de talent, il y a des traductions splendides, mais qu'en fait il faut les connaître. Par exemple Harry Potter, la version française, c'est une version assez sublimée du texte original. Moi je préfère la version française à l'anglaise. Aussi Walt Disney, les films de Walt Disney traduits en français, c'est splendide. Les chansons, les paroles. Attends, tu parles de la version française ou québécoise là? Je plaisante. Moi, je connais. Et donc pour vous répondre, monsieur, oui, il y a des traductions splendides et qu'il faut connaître. Oui. Il y a quelques traducteurs. Et je pense que ça dépend aussi du contenu, parce qu'effectivement, dans les films Disney, Harry Potter, tout ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeux de mots, beaucoup de références. C'est un univers en soi, donc ça va plus être dans la traduction de mots techniques, de mots magiques, etc., qui finalement n'ont pas vraiment besoin de traduction. Après, c'est comme les bonbons, au magasin de bonbons. Ok. C'est quoi la version anglaise? La version anglaise, moi je connais, il y a les Fizz Whiz Bees, les choco-grenouilles, je sais plus par cœur qu'est-ce que c'est. Ouais. Le choix-peau magique. Oui, c'est vrai. Oui. Donc là, tout le monde admire la version de Jean-François Ménard. Jean-François Ménard, c'est le traducteur d'Harry Potter en français, qui travaille pour Gallimard. Et donc moi j'ai reçu quelques commentaires d'anglophones qui eux-mêmes préféraient la version française. Oui. Bon, voilà, ça suffit, c'était un petit commentaire je suis en d'accord, contrepoint à ce que disait monsieur. Ah ouais, c'est vraiment très intéressant parce que dans les cours que j'ai pris à l'université, les cours de langue, parfois on parlait justement de traduction. Et entre le français et l'anglais, ça va surtout être des jeux de mots qui vont rendre les choses compliquées. Puis il y a certains traducteurs qui vont être très, très intelligents dans cette transition-là. Mais du français au japonais, par exemple, ou du français au coréen, alors il y avait une grosse question, c'était la question des onomatopées. Il y en a beaucoup en japonais. On utilise des onomatopées en fait comme des adjectifs finalement. Par exemple, pyoko pyoko, ou des choses comme ça qui vont paraître vraiment bizarres dans un texte en français, mais il y a les puristes, ceux qui vont être le plus littéraire possible, qui vont dire non, il faut écrire « il pleuvait », Pyoko pyoko en italique. Puis il y a d'autres personnes qui vont dire non, on va changer ça par un mot, c'est illisible. Il pleuvait, il pleuviotait. Donc il y a plusieurs écoles de pensée. Et ouais, je ne suis pas traducteur. Ah, tu veux rebondir là-dessus aussi? Vas-y. Encore sur la question de la traduction, oui. qu'un traducteur de talent, il va enrichir le texte original avec sa propre culture. Donc avec le japonais, il y a les Kit Kat. J'ai une étudiante qui m'a raconté les Kit Tokats.
Kitakatsu, yeah. Kitakatsu, que les responsables marketing de KitKat, ils avaient recréé tout un jeu de mots et le concept marketing des jeux et puis des petits mots autour de Kitakatsu. Donc ça, c'est un exemple magistral, parce qu'ils ont repris KitKat, mais en même temps, ils en ont fait quelque chose de... C'est vrai. Mais il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais ça altère le texte original. Donc il y a deux écoles de pensée principales. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut que ce soit agréable. Il faut que la personne qui soit dans une culture donnée, quand elle lit un texte, il faut que ce soit agréable à la lecture, il faut que ce soit fluide. Mais et puis on est pour l'altération. Pour l'altération s'il y a de l'enregistrement derrière. Ça dépend. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus... moi, la langue japonaise et la langue coréenne, parce que je suis linguiste, je ne parle pas de moi, mais une personne qui va être linguiste, traducteur, je veux que les gens comprennent qu'au Japon, on utilise beaucoup d'onomatopées. Donc je vais tous les laisser dans le texte, et même si ça va paraître bizarre, les gens vont comprendre que c'est comme ça qu'on s'exprime en japonais. Donc il peut y avoir aussi un apport, une valeur ajoutée dans ce genre de traduction. Mais personnellement, si je devais traduire un livre, j'essaierais d'utiliser des jeux de mots français. Même en fait, dans les sous-titres que j'utilise dans ma chaîne YouTube, les traductions ne sont pas très littéraires du français à l'anglais. Donc, encore une fois, pour moi, le principal, c'est de communiquer un message. Et il faut que le message soit bien reçu de la façon la plus optimale possible. Donc, si jamais j'arrive à atteindre cet objectif, après, qu'il y ait un mot qui change ou pas, ça ne me dérange pas trop, quoi. Mais là, ça peut être un peu... c'est subjectif. Merci. Merci. Je pense qu'il nous reste 2-3 minutes encore pour une ou deux autres questions. Mais juste pour dire que j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Merci. Puis pour appuyer un peu ce que vous disiez là, sur l'importance du non-verbal, moi je suis orthophoniste de formation. Puis il y a des études qui démontrent que quand on écoute quelqu'un parler, en fait, il y a 55 % de notre focus qui est mis sur le non-verbal. Puis seulement 45 sur le verbal. Puis en fait, dans le verbal, on englobe ce que vous appelez le paraverbal. Donc, dans le 45 % qu'on alloue à tout ce qui est verbal, il y a 38 % qui va sur l'intonation, le rythme, la prosodie, puis seulement un 7 % sur le contenu en tant que tel, donc sur le message. Donc, c'est vraiment important, tout le volet de communication que vous avez abordé aujourd'hui. Puis un autre lien avec ce qui s'en vient, parce qu'ici, bientôt, c'est une période électorale. Oui. Puis il y a le débat des chefs à la télévision. Puis souvent, on va dire aux nouvelles par la suite, c'est qui le vainqueur du débat des chefs. Souvent, ce n'est pas celui qui a donné des idées clés ou des idées pertinentes, c'est celui qui a monopolisé par son non-verbal, par son attitude, par sa posture, par son rythme. Donc, ça aussi, ça vient appuyer ce que vous disiez. Puis merci beaucoup pour... Merci à vous. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. En fait, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis se retrouvent avec leur président actuel aussi. Ils prenaient beaucoup la parole, un non-verbal qui était très puissant. Donc, effectivement, c'est dommage qu'il n'y ait pas autant d'appui sur le contenu ou sur la politique en soi. Mais bon, on vit dans un monde où, effectivement, le non-verbal est très important dans la société. Donc, il ne faut pas non plus négliger ça. Je pense qu'il y avait une ou deux questions là-bas. Non? OK. C'est moi qui ai rêvé. Super. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier et puis vous souhaiter une excellente soirée. Merci encore.